Vous vous réveillez dans une petite chambre sans fenêtre qui sent la sueur, la peur et l'huile d'olive. Les murs de pierre sont froids contre votre peau nue, et vous entendez le son lointain de rire provenant de la maison principale. Le genre de rire qui vous noue l'estomac de terreur. Votre corps vous fait mal à cause de la nuit précédente, des ecchymoses éclatant en violet et jaune sur vos côtes comme quelques grotesques fleurs. Le fer de la chaîne autour de votre cheville a écorché la peau et du sang séché s'effrite lorsque vous bougez. Des pas approchent. De lourdes sandales sur le marbre. Vous connaissez ce son? C'est le surveillant qui vient vous préparer pour une autre journée de ce qu'ils appellent le service. Vos mains tremblent tandis que vous attrapez la mince tunique froissée dans le coin. 15 ans. Bien que vous ayez arrêté de compter les anniversaires depuis qu'ils vous ont amené ici. Le temps passe autrement quand vous êtes une propriété. La porte grince en s'ouvrant. Le métal contre la pierre et une lumière du soleil dur qui inonde la pièce. Vous plissez les yeux, levant une main tremblante pour vous protéger. La silhouette du surveillant emplit l'embrasure. Une montagne de muscles et de cicatrices. Son visage, une carte de cruauté gravée par des années à briser de jeunes esprits. Nettoie-toi, grogne-t-il, en jetant un chiffon humide à vos pieds. Le maître reçoit des invités ce soir. Des invités importants. Et toi, ses yeux parcourent votre corps avec le calcul froid d'un marchand de chevaux. Tu vas aider à les divertir. Votre gorge se serre. Vous savez ce que cela signifie? Vous le savez depuis la première nuit où ils vous ont traîné en hurlant hors de votre village. Depuis qu'ils vous ont dit que les dettes de votre famille avaient été payées dans la seule monnaie qu'il leur restait, vous. C'était la réalité pour d'innombrables jeunes hommes dans la Grèce antique. Pas la version aseptisée enseignée dans les écoles où la philosophie et la démocratie brillent assez pour nous aveugler face aux ombres. Derrière les colonnes de marbre et le discours intellectuel, derrière les symposiums et les débats politiques existait un système qui dévorait les vulnérables et rejetait leur humanité comme de la poterie brisée. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton like et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et veuillez commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ces histoires anciennes ensemble depuis différentes parties du monde, reliées à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée pour le passé. Le processus de sélection commençait bien avant que vous compreniez ce qui se passait. Peut-être que votre famille devait de l'argent à un riche propriétaire terrien. Peut-être que des pillards ont balayé votre village durant l'une des innombrables guerres qui ravageaient le monde grec. Peut-être étiez-vous simplement né beau dans un monde qui voyait la beauté comme une marchandise à récolter et à vendre. Dans les villages ruraux disséminés à travers la campagne grecque, les familles vivaient sur le fil du rasoir. Une mauvaise récolte, une blessure du père, un décès dans la famille. N'importe lequel de ces événements pouvait pousser un foyer dans la dette. Et lorsque les créanciers venaient réclamer leur dû, ils ne s'intéressaient pas aux promesses vides ni aux gains futurs. Ils voulaient un paiement en chair. Imaginez une petite communauté agricole nichée dans une vallée entre des oliveraies. Les maisons sont simples, en briques de boue et chaume, avec des sols en terre battue et des pièces uniques où des familles entières dorment ensemble pour se tenir chaud. Les enfants courent nus entre les maisons, leur rire se mêlant au bêlement des chèvres et au son lointain des femmes qui broient le grain. C'est une vie rude, mais une vie tout de même. Puis vient la sécheresse. Semaine après semaine d'un soleil impitoyable écrasant des cultures flétries. Les oliviers, anciens et noueux, ne produisent que des fruits rabougris. Les champs d'orge deviennent bruns et cassants. Les puits qui ont soutenu le village pendant des générations commencent à s'assécher. Les familles commencent à faire des choix qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à faire. D'abord elles vendent leur bétail, les chèvres et les moutons qui représentent leur seule richesse. Puis vient la joaillerie, les rares objets précieux transmis au fil des générations. Quand ils ont disparu, elles commencent à regarder leurs enfants avec des yeux différents. Les marchands d'esclaves arrivent comme des vautours sentant la charogne. Ils s'installent au centre du village, leurs chaînes et cordes enroulées comme des serpents de métal, leurs registres remplis de noms et de prix. Ils offrent un paiement immédiat pour des contrats à long terme.
20 ans de service pour assez d'argent pour nourrir une famille durant l'hiver. Cela semble raisonnable, voire généreux, lorsque vos enfants meurent littéralement de faim. Mais vous avez 12 ans. Vous ne comprenez pas les mathématiques du désespoir. Vous savez seulement que votre père ne vous regarde pas dans les yeux tandis qu'il négocie votre prix. Que votre mère se détourne lorsque le marchand examine vos dents comme si vous étiez un cheval. Vous sentez les mains rugueuses vérifier vos muscles, évaluer votre potentiel. Vous entendez des mots comme prometteur et bonne lignée et adapté au service domestique, mais vous ne comprenez pas ce qu'ils signifient. Pas encore. Le marchand compte des pièces d'argent dans la paume de votre père. Le métal capte la lumière du soleil, chaque pièce représentant une année de votre vie. Les mains de votre père tremblent en prenant l'argent, mais il le prend quand même. Votre mère se couvre le visage et pleure, mais elle n'interrompt pas la transaction. Ils vous disent que c'est temporaire, que vous gagnerez de l'argent et reviendrez à la maison. Un homme assez riche pour acheter vos propres terres, peut-être même prendre une épouse. Ils promettent que vous serez bien traité, que vous apprendrez des compétences utiles, que c'est une opportunité d'avancement. Les mensonges tombent de leurs lèvres comme du miel d'un rayon brisé, doux mais toxique. Le voyage vers la ville est un cauchemar de coups enchaînés et de pieds couverts d'ampoules. Vous faites maintenant partie d'une caravane humaine. Des dizaines de garçons et de jeunes hommes liés ensemble par le fer et le désespoir. Les plus âgés ne parlent pas beaucoup. Ils ont appris que l'espoir n'est qu'un autre mot pour une future déception. Les plus jeunes pleurent leur mère jusqu'à ce que leur voix s'éteigne ou jusqu'à ce que les surveillants battent le son hors de leur gorge. Vous marchez à travers des paysages qui seraient magnifiques dans d'autres circonstances. Des collines ondulantes couvertes d'oliveraies, des routes côtières où la mer scintille comme des diamants éparpillés, des cols montagneux où des aigles planent au-dessus. Mais vous ne voyez rien de tout cela. Votre monde s'est rétréci à la longueur de chaîne entre vous et le garçon devant vous, au rythme des pas sur la pierre, à la certitude croissante que vous ne reverrez jamais votre maison. La nuit, il vous enchaîne à des pieux plantés dans le sol. Vous vous allongez sur le côté dans la terre, écoutant les sanglots étouffés des autres garçons, sentant le poids du fer autour de votre cou comme un collier du destin. Parfois les marchands amènent des visiteurs pour inspecter leurs marchandises. Les hommes aux mains douces et aux yeux calculateurs qui marchent parmi vous comme des fermiers examinant du bétail. Ils tâtent et palpent, vérifiant l'existence de maladies ou de blessures, évaluant votre potentiel pour diverses formes de services. Vous apprenez à reconnaître les différents types d'acheteurs. Les propriétaires d'esclaves agricoles cherchent la force et l'endurance. Ils veulent des garçons capables de travailler dans les champs du lever au coucher du soleil. Les maîtres de maison recherchent une qualité différente. La docilité, l'intelligence, une certaine fragilité suggérant que vous ne causerez pas de problème. Mais il existe une troisième catégorie, et vous apprenez à redouter leur visite plus que toutes les autres. Ces hommes sont vêtus de beaux habits et parlent avec des accents cultivés. Ils sentent les parfums coûteux et le vin, et leurs doigts scintillent de bagues. Quand ils vous examinent, leur toucher s'attarde d'une manière qui vous fait frissonner de dégoût. Ils cherchent quelque chose de précis, une combinaison de jeunesse et de beauté qui n'a rien à voir avec le travail et tout à voir avec le plaisir. Le marché aux esclaves d'Athènes est une agression pour chacun de vos sens. Le son vous frappe en premier. Des centaines de voix marchandant, criant, suppliant, ordonnant. L'odeur arrive ensuite. Corps non lavés, peur, sueur, urine, et autre chose que vous ne parvenez pas à identifier, mais qui vous soulève le cœur. Puis vous le voyez, et vous comprenez pourquoi les esclaves plus âgés vous avaient averti de ne jamais lever les yeux. Des corps nus alignés comme de la marchandise. Des enfants à peine assez grands pour marcher se tenant près de leur mère, les yeux écarquillés de confusion. De vieux hommes aux esprits brisés et au dos courbé, leur valeur mesurée à ce qu'il reste de force dans leurs muscles vieillissants. Et partout, les acheteurs tournant comme des requins, montrant du doigt et discutant des prix comme si les personnes sur les estrades ne pouvaient entendre chaque mot. Vous êtes lavé et huilé avant votre vente. Non par bonté, mais parce qu'une marchandise propre se vend à meilleur prix. L'huile fait briller votre peau au soleil, soulignant les muscles fins que vous avez développés durant le voyage.
quelqu'un a décidé que vous êtes trop beau pour les travaux des champs, et vous êtes placé avec les esclaves de maison, ceux destinés au service intérieur. La voix du commissaire-priseur résonne à travers le marché tandis qu'il décrit vos attributs, votre âge, votre région d'origine, votre condition physique. Il mentionne votre apparence agréable et votre tempérament doux. Des mots codés qui font se pencher certains acheteurs avec intérêt. Les enchères commencent bas mais montent rapidement à mesure que plus d'hommes rejoignent la compétition. Vous restez figé sur l'estrade, tentant de disparaître en vous-même tandis que des mains étrangères examinent votre corps. Quelqu'un force votre bouche pour vérifier vos dents. Un autre teste la force de votre poigne. Un troisième passe ses doigts dans vos cheveux, commentant leur texture et leur couleur. Vous n'êtes plus une personne. Vous êtes un objet évalué pour l'achat. L'acheteur qui l'emporte est un homme nommé Lysandre. Bien que vous ne connaissiez pas encore son nom, tout ce que vous voyez pour l'instant est son sourire satisfait tandis qu'il compte l'argent en argent. Ses yeux vous possèdent déjà avant même que la transaction soit terminée. Il est d'âge mûr et bien nourri, avec les mains douces de quelqu'un qui n'a jamais fait de travail manuel. Sa tunique est de la soie coûteuse teinte du violet profond qui proclame la richesse et le statut. Quand il vous regarde, il y a dans son expression quelque chose qui vous donne envie de fuir. Même si les chaînes rendent toute évasion impossible, Lysandre possède une grande maisonnée dans le quartier riche d'Athènes. Sa maison est plus vaste que votre village entier. Colonnes de marbre, murs peints, mosaïques élaborées représentant des dieux et des héros. Les serviteurs se précipitent dans les couloirs en portant des plateaux de nourriture et de vin. Leurs mouvements sont rapides et nerveux. Vous remarquez que beaucoup d'entre eux sont de jeunes hommes, tous beaux à leur manière, tous portant la même expression de désespoir résigné que vous commencez à reconnaître comme le visage de la captivité. Le surveillant qui vous réclame de la part de Lysandre s'appelle Démétrio. C'est un ancien esclave lui-même, acheté jeune et monté en grade grâce à une combinaison d'intelligence et de cruauté. Il gère maintenant les esclaves de maison d'une main de fer, comprenant mieux que quiconque comment briser les esprits et assurer l'obéissance. Il vous explique les règles tandis qu'il vous conduit dans la maison. Vous serez nourri 2 fois par jour, bouilli d'orge le matin, pain et olives le soir. Vous recevrez des vêtements propres 1 fois par semaine. Vous vous baignerez quand on vous l'ordonnera, vous mangerez quand on vous l'ordonnera, vous dormirez quand on vous l'ordonnera. Vous ne parlerez que si l'on vous adresse la parole. Vous ne regarderez jamais un homme libre directement dans les yeux. Vous ne refuserez jamais un ordre, quel qu'il soit. Et puis vient la partie qui fait geler votre sang dans vos veines. Vous êtes ici pour servir le maître et ses invités dans toute fonction qu'il requiert. Ce service peut impliquer de verser du vin, de servir la nourriture, de nettoyer des pièces ou de fournir un divertissement. La nature de ce divertissement, explique Démétrio avec un sourire cruel, deviendra claire avec le temps. Certains esclaves résistent au début, poursuit-il, mais la résistance ne mène qu'à la douleur. L'obéissance, en revanche, peut mener à certains privilèges, une meilleure nourriture, un endroit plus chaud pour dormir, peut-être même de petits objets personnels. Vos nouveaux quartiers sont au sous-sol de la maison. Une série de petites cellules où dorment les esclaves masculins. Chaque cellule contient un matelas de paille, une couverture fine et un pot de chambre. Les murs sont de pierre épaisse, conçus pour étouffer les sons. Vous apprenez rapidement pourquoi c'est nécessaire. Les autres esclaves vous accueillent avec un mélange de sympathie et d'avertissement. Il y a Marcus, un garçon de votre âge qui est ici depuis 2 ans. Ses yeux portent des profondeurs de douleur qui semblent impossibles pour quelqu'un d'aussi jeune. Il y a Alexio, plus âgé et marqué de cicatrices, qui vous raconte à voix basse les invités spéciaux qui visitent la maison et ce qu'ils attendent du divertissement. Et il y a Philemon, à peine 14 ans, mais avec l'expression hantée de quelqu'un de bien plus âgé. Il était autrefois le fils d'une petite famille de marchands, jusqu'à ce que l'entreprise de son père fasse faillite et que les créanciers saisissent tout, y compris les enfants. Il est dans la maison depuis 6 mois, et c'est lui qui vous explique ce qui se passe réellement lors des symposiums. La culture grecque célébrait le symposium, la fête de boissons, où des hommes éduqués se réunissaient pour discuter de philosophie, de politique et d'art. C'étaient des événements sophistiqués,
des conversations intellectuellement stimulantes entre les plus grands esprits du monde antique. Du moins, c'est ainsi qu'on s'en souvient. La réalité était souvent très différente, surtout lorsque le vin coulait librement et que les invités demandaient un divertissement plus intime. Les esclaves étaient censés servir non seulement de la nourriture et des boissons, mais aussi eux-mêmes. Les philosophes qui débattaient de la nature de la vertu et de la justice pendant la journée n'avaient aucun scrupule à utiliser de jeunes esclaves pour leur plaisir la nuit. Les mêmes hommes qui écrivaient de beaux poèmes sur l'amour et l'honneur traitaient leurs propriétés humaines comme des jouets vivants à utiliser et à jeter à volonté. Filmant décrit les rituels de préparation avec une voix dénuée d'émotion, comme s'il parlait de la vie de quelqu'un d'autre. Les esclaves sont baignés et huilés, leur corps rendu lisse et brillant. On leur donne des tuniques spéciales, un tissu fin qui adhère à leur forme, conçu davantage pour séduire que pour vêtir. Parfois on leur donne des bijoux, des bracelets d'or ou des colliers qui les marquent comme ornementaux plutôt qu'utilitaires. Le symposium commence assez formellement. Les invités sont allongés sur des couches disposées autour de la pièce, discutant des sujets du jour tandis que les esclaves versent le vin et présentent des plats élaborés. La conversation peut aborder la nature de la démocratie, la philosophie de Socrate ou les dernières campagnes militaires. Ce sont des hommes instruits et cultivés qui se vantent de leur sophistication intellectuelle. Mais à mesure que la soirée avance et que le vin fait effet, le ton change. Les discussions philosophiques cèdent la place à un divertissement plus grossier. Les histoires deviennent des plaisanteries obscènes. Les débats intellectuels se transforment en compétitions vantardes. Et les esclaves qui servaient silencieusement en périphérie de la pièce se retrouvent soudain au centre de l'attention. Cela commence par de petites demandes. Versez du vin pour cet invité. Massez les épaules de celui-là. Donnez des raisins à l'homme sur la couche du coin. Chaque tâche semble assez innocente, mais vous apprenez à lire les signes. La façon dont les conversations se taisent lorsque vous approchez. Les touchés persistants qui n'ont rien à voir avec le service du vin. La manière dont certains invités suivent vos mouvements avec un intérêt prédateur. La première fois que vous êtes choisi pour un service spécial, vous êtes trop naïf pour comprendre ce qui se passe. Un invité, un homme assez âgé pour être votre grand-père, demande que vous le rejoigniez sur sa couche. Il veut que vous partagiez son vin, dit-il. Pour discuter de votre terre natale, pour lui parler de votre famille. Ces questions semblent amicales au début. D'où venez-vous? Votre maison vous manque-t-elle? Êtes-vous bien traité? Sa main repose sur votre épaule tandis qu'il parle, puis glisse lentement vers votre dos, puis plus bas. Vous essayez de vous écarter, mais sa poigne se resserre. D'autres invités regardent maintenant, leur conversation s'estompant tandis qu'ils se concentrent sur le divertissement. Ce qui se passe ensuite est gravé dans votre mémoire avec la clarté que seul le traumatisme peut produire. La manière dont vos protestations sont ignorées. Comment vos luttes sont accueillies par les rires des autres invités. Le sentiment d'impuissance lorsque des mains vous maintiennent au sol. Lorsque les vêtements sont arrachés et que votre enfance prend fin de la manière la plus brutale possible. Après, vous vous allongez dans votre cellule et fixez le plafond de pierre. Essayant de comprendre comment le monde peut contenir une telle cruauté. Votre corps souffre, mais les blessures émotionnelles sont plus profondes. Vous n'êtes même plus une personne. Vous êtes une chose à utiliser et à jeter, une source de divertissement pour des hommes qui écrivent de la poésie sur la beauté de l'âme humaine. Mais ce n'est que le début. Au cours des mois suivants, vous apprenez que ce qui s'est passé cette première nuit était considéré comme léger selon les normes de la maison. Certains invités ont des préférences spécifiques, des cruautés particulières qu'ils aiment infliger. D'autres rivalisent pour voir qui peut briser l'esprit d'un esclave le plus complètement. Le surveillant encourage ce comportement, sachant que les esclaves brisés sont des esclaves dociles. Vous découvrez que le foyer fonctionne selon une hiérarchie complexe d'abus. Les nouveaux esclaves subissent le pire traitement, servant de viande fraîche pour l'appétit des invités. Ceux qui survivent assez longtemps peuvent être promus à différents rôles. Serviteurs personnels de maîtres moins violents ou travailleurs de cuisine qui interagissent rarement directement avec les invités. Mais une promotion exige plus que la survie.
Elle exige une reddition complète de la dignité, une volonté de participer à sa propre déshumanisation. Certains esclaves tentent de résister. Marcus tenta de s'échapper durant son premier mois, pour être rattrapé et battu si sévèrement qu'il boita durant des semaines. Alexio refusa un ordre particulièrement dégradant, et passa 3 jours enchaînés dans la cour sans nourriture ni eau, exposé aux éléments comme exemple pour les autres. Mais la résistance, apprenez-vous, prend de nombreuses formes. Certains esclaves se retirent si profondément en eux-mêmes qu'ils deviennent comme des cadavres ambulants, présents physiquement mais absents en esprit. D'autres développent une sorte de ruse désespérée, apprenant à anticiper l'humeur de leur maître et à éviter les pires punitions grâce à une observation attentive et à la soumission. Et quelques-uns, les chanceux, meurent simplement, que ce soit de maladie, de blessure ou de pur désespoir, la mort devient une forme de libération. Vous avez vu des esclaves simplement arrêter de manger, cesser de répondre aux ordres, cesser de se soucier de vivre ou de mourir. Les surveillants les remplacent généralement rapidement. Il y a toujours un approvisionnement frais de jeunes corps disponibles sur les marchés aux esclaves. Les techniques psychologiques utilisées pour briser les esclaves sont aussi sophistiquées que cruelles. L'isolement est l'une des armes les plus efficaces. Vous êtes coupé de tout ce que vous avez jamais connu, entouré de personnes aussi impuissantes que vous. Les autres esclaves peuvent offrir de la sympathie, mais ils ne peuvent fournir ni protection ni espoir. L'imprévisibilité est un autre outil. Vous ne savez jamais quand vous serez convoqué, ce qui vous sera demandé, ni à quel point la punition pourrait être sévère pour la plus petite erreur. Cette incertitude constante crée un état de peur chronique qui érode la résistance plus efficacement que n'importe quelle torture physique. Mais peut-être que la technique la plus insidieuse est la destruction de l'identité. Il vous enlève votre nom et vous en donne un autre, quelque chose qui sonne plus exotique ou plus agréable aux oreilles grecques. Ils vous interdisent de parler votre langue maternelle ou de pratiquer les coutumes de votre famille. Ils vous habillent de leurs vêtements, vous nourrissent de leur nourriture, vous forcent à adorer leur Dieu. Lentement, systématiquement, ils effacent tout ce qui faisait de vous ce que vous étiez. Les invités qui visitent la maison représentent la crème de la société athénienne. De riches marchands, des fonctionnaires, des philosophes renommés, des artistes célébrés, des hommes dont les noms sont enregistrés dans l'histoire comme de grands contributeurs à la civilisation humaine. Yet here, in the privacy of Lander's dining room, they shelter public persona and revea la petite Deathwood shock their admiré. There's Dionio, a respected politician known for his speech about justice and civic virtue. In public, he champions the rights of citizens and speak eloquently about the moral foundation of society. Pourtant ici, dans l'intimité de la salle à manger de Lander, ils abandonnent leurs personnages publics et révèlent des appétits qui choqueraient leurs admirateurs. Il y a Dionio, un politicien respecté, connu pour ses discours sur la justice et la vertu civique. En public, il défend les droits des citoyens et parle avec éloquence des fondements moraux de la société. In private, he delight in humiliating young slaves, forcing them to perform degrading act while they quote passage from Homer. Then there's Cleomoman, a wealthy merchant who funds public works, and is praised for his generosity to the poor. His charitable réputation masque a taste for violence that leaves slaves scarred and broken. En privé, il prend plaisir à humilier de jeunes esclaves, les forçant à accomplir des actes dégradants tandis qu'il cite des passages d'Homère. Puis il y a Cléomomanes, un riche marchand qui finance des travaux publics et est loué pour sa générosité envers les pauvres. Sa réputation charitable dissimule un goût pour la violence qui laisse les esclaves meurtris et brisés. Et Viewis cruelty a form of education, claiming that pintish valuable lesson about the natural order of society. Most disturbing of all is sophist, a philosophy who writes treatises on ethic and the nature of the good life. His public teaching emphasizes the importance of virtue, self-control, and respect for the divine order. Il considère sa cruauté comme une forme d'éducation, affirmant que la douleur enseigne des leçons précieuses sur l'ordre naturel de la société. Le plus troublant de tous est le sophiste, un philosophe qui écrit des traités sur l'éthique et la nature de la vie bonne. Ses enseignements publics soulignent l'importance de la vertu, de la maîtrise de soi et du respect de l'ordre divin.
But when wine loosens his tongue and darkens his hat, et become a monster who justify every cruelty with elaborate philosophical argument. These men don't see their behavior a contradictory. Intermans, Slav exist in a different moral category than free citizens. The virtue that apply to relationship between equals simply don't extend to property. Mais lorsque le vin délice sa langue et assombrit son cœur, il devient un monstre qui justifie chaque cruauté par des arguments philosophiques élaborés. Ces hommes ne voient pas leur comportement comme contradictoire. Dans leur esprit, les esclaves appartiennent à une catégorie morale différente de celle des citoyens libres. Les vertus qui s'appliquent aux relations entre égaux ne s'étendent tout simplement pas à la propriété. A man can be generous to his neighbor, just to his peer, and cruel to his slave without any sense of inconsistency. This moral blindness extends through Greek society. The same culture that produced magnificent art, groundbreaking philosophy, and innovative political system also normalized the complete dehumanisation of entire class of people. Un homme peut être généreux envers ses voisins, juste envers ses pairs et cruel envers ses esclaves sans éprouver le moindre sentiment d'incohérence. Cette cécité morale s'étend à l'ensemble de la société grecque. La même culture qui a produit un art magnifique, une philosophie révolutionnaire et des systèmes politiques novateurs a également normalisé la déshumanisation totale de classes entières de personnes. The contradiction isn't accidental. It's structural. The leisure time that allowed free citizens to pursue intellectual and artistic endeavor was built on the back of slave labor. A month turn in 2 years, you develop survival strategy that would have been unimaginable to your younger self. La contradiction n'est pas accidentelle. Elle est structurelle. Le temps libre qui permettait aux citoyens libres de poursuivre des activités intellectuelles et artistiques reposait sur le travail des esclaves. À mesure que les mois deviennent des années, vous développez des stratégies de survie qui auraient été inimaginables pour votre moi plus jeune. You learn to read the subtle things that indicate against mood and preference. You discover which behavior are most likely to earn reward and which will result in punishment. You master the art of psychological absence, appearing compliant while retreating so deeply into yourself that your spirit remain intouchable. But survival comes at a cost. Vous apprenez à lire les signes subtils qui indiquent l'humeur et les préférences d'un invité. Vous découvrez quels comportements sont les plus susceptibles de vous valoir des récompenses et lesquels entraîneront une punition. Vous maîtrisez l'art de l'absence psychologique, paraissant obéissant tout en vous retirant si profondément en vous-même que votre esprit demeure intouchable. Mais la survie a un prix. Each compromise with evil chips away at something essential inside you. Each moment of submission reinforce the lesson that you are powerless, worthless, disposable. The boy who once ran logging through Olive Grove become a hollow-eyed young man who moved through life like a ghost haunting his own body. Chaque compromis avec le mal enlève quelque chose d'essentiel en vous. Chaque moment de soumission renforce la leçon que vous êtes impuissant, sans valeur, jetable. Le garçon qui courait autrefois en riant à travers les oliveraies devient un jeune homme aux yeux vides qui se déplace dans la vie comme un fantôme hantant son propre corps. The other slave become your only family, bound together by shared trauma and mutual protection. You develop a silent language of glance and gesture, way to communicate warning, and offer comfort without alerting the overseer. You share what little food you can spare, take turns standing watch during the few hours of rest you're allowed, and hold each other when the nightmares become too much to bear alone. Les autres esclaves deviennent votre seule famille, unis par un traumatisme partagé et une protection mutuelle. Vous développez un langage silencieux de regards et de gestes, des façons de communiquer des avertissements et d'offrir du réconfort sans alerter les surveillants. Vous partagez le peu de nourriture que vous pouvez épargner, prenez des tours de garde durant les rares heures de repos autorisées et vous vous tenez les uns les autres lorsque les cauchemars deviennent trop lourds à porter seuls. But even these relationships are tainted by the system that created them. Competition for the master as favor can turn friends into enemy. The promise of better treatment might ensomeon to betray a plan d'escape or report another slave's minor transgression. The very bond that keep you sane also become tools for your oppression.
Mais même ces relations sont entachées par le système qui les a créées. La concurrence pour gagner la faveur du maître peut transformer des amis en ennemis. La promesse d'un meilleur traitement peut tenter quelqu'un de trahir une évasion prévue ou de rapporter la moindre transgression d'un autre esclave. Les liens même qui vous maintiennent sains d'esprit deviennent aussi des outils de votre oppression. Some night liens on your straw matter in the darkness. You try to remember your mother's face, but the image grow faint with each passing month, replaced by the face of your tormentor. You try to recall the sound of your father's voice, but it's drowned out by the laughter of guests and the cry of other slaves. Certaines nuits, allongés sur votre matelas de paille dans l'obscurité. Vous essayez de vous souvenir du visage de votre mère, mais l'image s'estompe à chaque mois qui passe, remplacée par les visages de vos bourreaux. Vous tentez de vous rappeler le son de la voix de votre père, mais il est étouffé par les rires des invités et les cris des autres esclaves. Your past become a distant à half remembered dream, while your present nightmare stretches endlessly toward un inimaginable futur. The physical abuse is constant and varié. Some guests prefer their entertainment to be subtle, psychological domination that leave no visible marks, but carve deep wound in the spirit. Votre passé devient aussi lointain qu'un rêve à moitié oublié, tandis que votre cauchemar présent s'étire sans fin vers un avenir inimaginable. Les sévices physiques sont constants et variés. Certains invités préfèrent un divertissement subtil, une domination psychologique qui ne laisse aucune marque visible mais grave des blessures profondes dans l'esprit. Other are more direct, using fist and whips and heated metal to inscribe their ownership on slave body. Still other take pleasure in elaborate torture that combine physical pain with sexual humiliation in way that defy description. But it's the casual nature of the cruelty that prove most devastating. D'autres sont plus directs, utilisant leurs poings, des fouets et du métal chauffé pour inscrire leurs propriétés sur les corps des esclaves. D'autres encore prennent plaisir à des tortures élaborées qui combinent douleur physique et humiliation sexuelle de manière indescriptible. Mais c'est la banalité de la cruauté qui s'avère la plus dévastatrice. A guest might pause in the middle of a philosophical discussion to strike a slave for no reason other than boredom. Another might interrupt his recitation of poetry to demand increasingly degrading act from the evening guest entertainment. The violence isn't passionate or personal. It's a routine pouring wine or lighting lamp. Un invité peut s'interrompre au milieu d'une discussion philosophique pour frapper un esclave sans autre raison que l'ennui. Un autre peut interrompre sa récitation de poésie pour exiger des actes de plus en plus dégradants de la part du divertissement de la soirée. La violence n'est ni passionnée ni personnelle. Elle est aussi routinière que de verser du vin ou d'allumer des lampes. The slave learn to treat their own body a foreign object, things that happen to house their consciousness but don't really belong to them. You develop the ability to float above yourself during the worst moment. To observe your own suffering with a kind of detached curiosity. It's a survival mechanism, but it comes with its own price. A growing disconnection from your own humanity that mirrors the way your master see you. Les esclaves apprennent à traiter leur propre corps comme des objets étrangers, des choses qui abritent leur conscience mais ne leur appartiennent pas vraiment. Vous développez la capacité de flotter au-dessus de vous-même durant les pires moments. D'observer votre propre souffrance avec une sorte de curiosité détachée. C'est un mécanisme de survie, mais il a son propre prix. Une déconnexion croissante d'avec votre propre humanité, reflétant la manière dont vos maîtres vous perçoivent. À your second year in the house Beijing, you notice change in yourself that go beyond the obvious physical scar. Your voice sounds different, flatté, more careful, stripped of the regional accent that once marked you a child of the mountains. Your posture has changed, too. Alors que votre deuxième année dans la maison commence, vous remarquez en vous des changements qui dépassent les cicatrices physiques évidentes. Votre voix sonne différemment, plus plate, plus prudente, dépouillée de l'accent régional qui vous identifiait autrefois comme un enfant des montagnes. Votre posture a changé aussi. You move with the hunched shoulder and downcast eyes of someone who has learned that visibility leads to suffering. More disturbing are the change in your thinking.
You catch yourself automatically calculating the preference and mood of free people, even when they have no power over you. You flinch at unexpected sounds and movements. Vous vous déplacez avec les épaules voûtées et les yeux baissés de quelqu'un qui a appris que la visibilité conduit à la souffrance. Plus troublants encore sont les changements dans votre pensée. Vous vous surprenez à calculer automatiquement les préférences et les humeurs des hommes libres, même lorsqu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous sursautez aux sons et mouvements inattendus. You find yourself grateful for small mercy, an extra piece of bread, a night without summoning, a master who is merely indifférent rather than actively cruel. This psychological conditioning is perhaps the system greatest success. It creates love who don't just obey out of fear, but who internalize their powerlessness so completely that resistance become literally inthinkable. Vous vous sentez reconnaissant pour de petites clémences, un morceau de pain supplémentaire, une nuit sans convocation, un maître simplement indifférent plutôt qu'activement cruel. Ce conditionnement psychologique est peut-être la plus grande réussite du système. Il crée des esclaves qui n'obéissent pas seulement par peur, mais qui intègrent leur impuissance si complètement que la résistance devient littéralement impensable. The master don't need to constantly watch and threaten because their victims have learned to police themselves. Yet even in this environment of systématique de humanisation, small act of resistance persist. Slave de vlo sutelway to maintain their dignity and humanity. Les maîtres n'ont pas besoin de surveiller et de menacer constamment, car leurs victimes ont appris à s'autodiscipliner. Pourtant, même dans cet environnement de déshumanisation systématique, de petits actes de résistance persistent. Les esclaves développent des moyens subtils pour préserver leur dignité et leur humanité. They share stories of their homeland, keeping alive memory that their master try to erase. They create art from scrap, tiny sculpture hidden in walls, song made too quietly for overseer to hear, poem composed in language their captor don't understand. Most importantly, they bear witness in whispered conversation during brief moments of privacy. They share their experience and validate each other as suffering. Ils partagent des histoires de leur terre natale, gardant vivantes des mémoires que leurs maîtres tentent d'effacer. Ils créent de l'art à partir de rebuts, de petites sculptures cachées dans les murs, des chants fredonnés trop doucement pour que les surveillants les entendent, des poèmes composés dans des langues que leurs geôliers ne comprennent pas. Plus important encore, ils témoignent dans des conversations chuchotées pendant de brefs moments d'intimité. Ils partagent leurs expériences et valident la souffrance des uns et des autres. They remember the names of those who have died, ensuring that these forgotten victims are not completely erased from history. They document cruelty and preserve evidence of crime that their society refuse to acknowledge. This bearing witness become a form of resistance in itself. Ils se souviennent des noms de ceux qui sont morts, veillant à ce que ces victimes oubliées ne soient pas complètement effacées de l'histoire. Ils documentent des cruautés et préservent des preuves de crimes que leur société refuse de reconnaître. Ce témoignage devient une forme de résistance en soi. En insistant sur leur propre humanité et sur la réalité de leur souffrance, les esclaves résistent au récit dominant qui les dépeint comme des biens satisfaits ou comme des participants volontaires à leur propre exploitation. Ils maintiennent la possibilité que quelqu'un, un jour, écoutera leurs histoires et reconnaîtra leur vérité. Mais une telle résistance exige un courage immense et s'accompagne de risques mortels. Les esclaves surpris en train de communiquer dans leur langue natale pouvaient se faire couper la langue. Ceux qui étaient découverts partageant de la nourriture ou offrant du réconfort à d'autres esclaves pouvaient être séparés ou vendus à des maîtres plus cruels. Les actes mêmes qui préservent l'humanité invitent aussi à des punitions destinées à la détruire. La maison elle-même devient un personnage dans cette histoire. Ces halls de marbre résonnent des fantômes d'innombrables victimes. Ces murs décorés dissimulent des chambres où des actes indicibles se produisent chaque nuit. Les belles mosaïques et fresques peintes offrent un contraste grotesque avec la misère humaine qu'elles abritent. L'art et l'horreur coexistent dans le même espace, reflétant les contradictions plus larges d'une civilisation bâtie sur la souffrance d'autrui. La troisième année, quelque chose se brise en vous, quelque chose dont vous ne saviez même pas qu'il pouvait se briser. Cela se produit lors d'un symposium particulièrement élaboré, célébrant une victoire militaire contre une cité-État voisine.
Les invités sont plus nombreux que d'habitude, leurs célébrations plus intenses, leurs exigences plus créatives dans leur cruauté. Vous êtes présenté à un groupe de jeunes aristocrates, à peine plus âgés que vous, mais déjà ivres de vin et de pouvoir hérité. Ils ont inventé ce qu'ils considèrent comme un jeu amusant, un concours pour voir qui pourra susciter les réactions les plus divertissantes de leurs jouets humains. Ils donnent des ordres à tour de rôle, chacun plus humiliant que le précédent, tout en tenant le score comme des enfants jouant aux osselets. Alors que vous accomplissez leur spectacle dégradant, quelque chose se modifie profondément dans votre perception. Vous cessez de vous voir comme une personne forcée d'endurer des choses terribles et commencez à vous voir exactement comme ils vous voient, une chose qui existe pour leur amusement. Le dernier fil vous reliant aux garçons qui gardaient autrefois des chèvres dans les pâturages montagneux seront enfin. Cette mort psychologique est presque un soulagement. Sans espoir ni dignité à protéger, il n'y a plus de douleur dans l'abandon. Vous devenez l'esclave parfait, anticipant les besoins avant qu'ils ne soient exprimés, acceptant n'importe quel traitement sans résistance, existant dans un état de conformité totale qui ne demande ni pensée ni sentiment. Les surveillants remarquent le changement et le récompensent. On vous donne de meilleurs vêtements, des repas plus réguliers, et une cellule avec une véritable fenêtre. Les autres esclaves vous regardent avec un mélange d'envie et d'horreur, reconnaissant ce que vous êtes devenu et comprenant le prix que vous avez payé pour ces maigres conforts. Mais même dans cet état d'engourdissement psychologique, des fragments de conscience persistent. Vous observez les rythmes de la maisonnée avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui regarde une pièce de théâtre. Vous remarquez des schémas dans le comportement des invités, des cycles de violence et d'indulgence qui suivent des motifs prévisibles. Vous commencez à comprendre l'économie de la souffrance qui maintient le système en fonctionnement. La maison fonctionne grâce à un approvisionnement constant de nouvelles victimes. Les jeunes esclaves dépassent rarement quelques années avant d'être soit brisés au-delà de toute utilité, soit devenus trop âgés pour les préférences de leur maître. Certains meurent de maladies ou de blessures. D'autres sont vendus à des écoles de gladiateurs ou à des opérations minières lorsque leur beauté s'estompe. Quelques-uns disparaissent simplement une nuit, leur sort non consigné et non pleuré. Ce renouvellement constant nécessite des visites régulières au marché aux esclaves. Vous accompagnez parfois Démétrius lors de ces déplacements, servant d'exemple de ce qu'un entraînement approprié peut accomplir. L'ironie ne vous échappe pas. Le garçon brisé qui se tenait autrefois tremblant sur le bloc d'enchères aide maintenant à évaluer de nouvelles marchandises pour la collection de son maître. Vous observez la terreur sur les jeunes visages et ne ressentez rien. Lorsque Démétrius vous demande votre avis sur l'aptitude d'un certain garçon, vous donnez des évaluations techniques fondées sur des années d'expérience amère. Celui-ci résistera trop et nécessitera d'être brisé. Celui-là est déjà trop endommagé pour valoir l'investissement. Le troisième montre un potentiel pour un service à long terme. Les nouveaux esclaves vous regardent avec un espoir désespéré, voyant dans votre survie une possibilité d'endurer. Ils ne comprennent pas que survivre et vivre sont deux choses très différentes. Ils ne voient pas que la personne qui se tient devant eux est morte il y a des années, ne laissant qu'une coquille vide programmée pour servir. Lors d'une visite au marché, vous rencontrez un garçon qui vous rappelle puissamment votre propre jeunesse. Mêmes cheveux sombres, mêmes yeux effrayés, même recherche désespérée de gentillesse dans un monde soudain devenu hostile. Il a peut-être 13 ans, petit pour son âge, mais doté de la force maigre de quelqu'un élevé dans le travail dur et la nourriture simple. Quelque chose s'agite dans la mort intérieure derrière vos côtes. En l'observant un bref instant, vous vous souvenez de ce que cela faisait d'être humain. La sensation est si inattendue et douloureuse que vous chancellez, poussant Démétrius à saisir votre bras et à vous demander si vous êtes malade. Vous mentez et dites que la chaleur vous affecte. Mais la vérité est plus compliquée. Voir ce garçon a réveillé quelque chose que vous pensiez éteint pour toujours. Pas l'espoir exactement, mais la reconnaissance que la personne que vous étiez mérite d'être pleurée. Que la vie qui vous a été volée avait de la valeur, même si personne d'autre ne la reconnaissait. Le garçon est acheté par une autre maisonnée, vous épargnant la torture d'assister à sa transformation. Mais son image vous hante pendant des semaines, apportant des rêves que vous n'aviez pas connus depuis des années. Vous vous surprenez à vous souvenir de la cuisine de votre mère, du rire de votre père,
de la sensation du vent sur votre visage lorsque vous couriez dans les prairies de montagne. Ces souvenirs sont dangereux. Ils menacent l'engourdissement soigneusement construit qui vous maintient fonctionnel. Mais ils vous rappellent aussi que sous l'esclave parfait, des fragments de votre moi originel existent encore. La question devient alors de savoir si ces fragments valent la peine d'être préservés ou si l'abandon total serait une forme de miséricorde. La réponse arrive lors d'un autre symposium, celui-ci plus calme que d'ordinaire. Les invités sont des hommes plus âgés, des philosophes et des politiciens engagés dans une discussion sérieuse sur la nature de la justice et de l'état idéal. Vous servez du vin et écoutez leur débat avec l'invisibilité entraînée d'un bien domestique. Ils discutent des écrits d'un philosophe célèbre, débattant de la question de savoir si la vertu peut être enseignée ou si elle est innée. Un invité affirme que certaines personnes sont naturellement faites pour l'esclavage, nées avec des âmes inférieures qui les rendent incapables d'autogouvernance. Un autre soutient que l'environnement façonne le caractère, que même les esclaves pourraient être capables de vertu dans des circonstances différentes. L'ironie est écrasante. Ces hommes qui violent des enfants et torturent les sans défense débattent de la nature de la vertu tandis que vous, leurs victimes, vous tenez silencieusement en tenant leur vin. Ils parlent de justice tout en perpétrant les plus grandes injustices. Ils théorisent sur l'état idéal tout en créant un enfer sur terre pour ceux sous leur pouvoir. Mais en écoutant leurs débats, vous réalisez quelque chose d'important. Leur sophistication philosophique n'excuse pas leur cruauté. Elle l'aggrave. Ils ont la capacité intellectuelle de comprendre l'injustice de leurs actes. Pourtant, ils choisissent le mal malgré tout. Ce ne sont pas des barbares ignorants agissant par instinct. Ce sont des monstres instruits qui ont rationalisé leur monstruosité. Cette prise de conscience apporte une sorte de clarté étrange. Vous comprenez maintenant que le système n'est pas le résultat de l'ignorance ou d'une pensée primitive. C'est le produit de choix délibérés faits par des gens qui savent ce qui est juste mais choisissent ce qui est pire. La belle art, les discussions philosophiques, les innovations politiques, aucune de ces choses ne représente un progrès moral. Ce ne sont que différentes formes d'expression humaine qui coexistent aisément avec une cruauté illimitée. Les années passent dans cet état de désespoir lucide. Vous perfectionnez l'art du service invisible, vous déplaçant dans la maison comme un fantôme qui assume parfois une forme solide lorsque nécessaire. Vous regardez les jeunes esclaves arriver et se briser. Vous observez les cycles de violence et d'exploitation qui ne changent jamais. Vous êtes témoin de l'interminable défilé de citoyens respectés qui abandonnent leur masque public en privé. Certaines nuits, vous vous tenez à votre petite fenêtre et regardez les mêmes étoiles que vous observiez autrefois depuis le toit de votre famille. Vous vous demandez si vos parents sont encore en vie, s'ils pensent parfois aux fils qu'ils ont vendus pour survivre. Vous imaginez vos frères et sœurs adultes maintenant, peut-être avec leurs propres enfants, racontant des histoires sur le frère qui est parti quand ils étaient jeunes. Mais ces pensées ne vous apportent plus de douleur. Elles ressemblent davantage à une musique lointaine, belle mais sans lien avec votre existence actuelle. Vous avez appris à les apprécier sans désirer ce qu'elles représentent. C'est une forme de méditation. Cette capacité à conserver des souvenirs sans attachement. La fin, lorsqu'elle arrive, survient sans avertissement ni drame. Vous avez peut-être 25 ans maintenant, bien que l'âge exact ait perdu toute signification dans cet endroit où le temps se mesure en souffrance plutôt qu'en saison. Votre corps montre les dommages accumulés de années d'abus, des cicatrices qui n'ont jamais vraiment guéri, des articulations douloureuses à cause de vieilles blessures, une toux persistante qui suggère un problème dans votre poitrine. Plus significatif encore, votre utilité décline. Les invités qui autrefois se disputaient vos services ne remarquent presque plus votre présence. De nouveaux esclaves sont arrivés avec une beauté fraîche et des esprits encore intacts, rendant votre obéissance soigneusement apprise ordinaire plutôt qu'exotique. Vous devenez ce que chaque esclave devient finalement, invisible d'une manière différente, ignoré plutôt que convoité. Démétrio vous appelle dans ses quartiers un matin et vous explique que vous êtes vendu à une exploitation minière dans les montagnes. Cela n'est présenté ni comme une punition ni comme une récompense, simplement comme une décision économique. Votre valeur en tant que divertissement domestique a chuté en dessous du coût de votre entretien,
mais il vous reste encore des années de dur labeur devant vous. Les camps miniers sont l'endroit où les esclaves vont pour mourir lentement. Tout le monde le sait, y compris vous. Le travail est harassant. Les conditions sont mortelles, l'espérance de vie se mesure en mois plutôt qu'en années. Ce n'est pas une exécution exactement, mais ce n'est pas une survie non plus. Vous recevez cette nouvelle avec la même platitude émotionnelle qui caractérise votre existence depuis des années. Mourir dans les mines ou mourir dans la maison. Quelle différence cela fait-il? Vous êtes mort dans tous les sens significatifs depuis si longtemps que la cessation de la fonction biologique semble presque redondante. Mais tandis que vous vous préparez au transport, quelque chose d'inattendu se produit. Marcus, le garçon arrivé à peu près en même temps que vous approche lors de votre dernière nuit dans la cellule familière. Il a d'une manière ou d'une autre réussi à survivre et même à prospérer à sa façon, obtenant une position de serviteur personnel auprès de la femme de Lysandre. Le travail est plus facile, les abus moins fréquents, la nourriture plus régulière. Il glisse quelque chose dans votre main, un petit morceau de métal aiguisé en pointe. C'est cru mais efficace. Un outil qui pourrait ouvrir des serrures ou des veines. Il ne dit rien, mais son intention est claire. Vous avez des choix quant à la manière dont votre histoire se termine. Cette nuit-là, vous tenez l'éclat de métal et contemplez vos options. Vous pourriez tenter de vous évader, bien que les chances de succès soient presque nulles et que les punitions en cas d'échec seraient atroces. Vous pourriez l'utiliser comme une arme contre vos geôliers, obtenant un moment de vengeance avant la mort inévitable. Ou vous pourriez l'utiliser contre vous-même, choisissant le moment et la manière de votre départ de ce monde. Chaque option a son attrait. La fuite offre la fantaisie de la liberté, même si la réalité serait probablement une recapture rapide et une mort torturée. La violence offrirait une satisfaction, vous permettant d'infliger une fraction de la douleur que vous avez endurée. Le suicide accorderait le contrôle, vous permettant de choisir la dignité plutôt que la dégradation dans vos derniers instants. Mais à l'approche de l'aube, vous faites un choix différent. Vous cachez l'arme là où d'autres esclaves pourraient la trouver, transmettant le cadeau de possibilités que Marcus vous avait offert. Votre histoire peut toucher à sa fin, mais d'autres sont encore en cours d'écriture. Peut-être que l'un d'eux trouvera une conclusion différente. Le voyage vers les mines vous mène à travers des paysages qui éveillent des souvenirs oubliés. Mountain pass that remind you of childhood adventures, stream where you once cooked fish with your baréan, village that could be your own, fille with family who might include your surviving relative. You don't try to escape. The chain would make flight impossible, and the guards are experienced in preventing such attempts. Les sentiers de montagne qui te rappellent les aventures de ton enfance, les ruisseaux où tu as autrefois attrapé des poissons à main nue, des villages qui pourraient être les tiens, remplis de familles qui pourraient inclure tes proches encore en vie. Tu n'essaies pas de t'échapper. Les chaînes rendraient toute fuite impossible, et les gardes sont expérimentés dans la prévention de telles tentatives. Instead, you use the journey to say goodbye to the world you were living. You watch eagles soar overhead and remember when you dreamed of flying. You smell wildflowers and recall your mother's garden. You listen to wind troop in trees and hear echo of your father's voice. The mining can is everything you expected and worse. À la place, tu utilises le voyage pour dire adieu au monde que tu quittes. Tu regardes les aigles planer au-dessus de toi et te souviens du temps où tu rêvais de voler. Tu senses les fleurs sauvages et te rappelles le jardin de ta mère. Tu écoutes le vent dans les pins et entends des échos de la voix de ton père. Le camp minier est tout ce que tu attendais et pire encore. Un dread of slave working in condition that make us old service seem luxurious. The tunnel are narrow and unstable, prone to collapse without warning. The heuristic with dust that tears at land and clouds vision. The quota are impossible, designed to extract maximum labor before inevitable death. But even here, in this final circle of hell, you discover something remarkable. Des centaines d'esclaves travaillant dans des conditions qui rendent le service domestique luxueux en comparaison. Les tunnels sont étroits et instables, susceptibles de s'effondrer sans avertissement. L'air est épais de poussière qui déchire les poumons et trouble la vision.
Les quotas sont impossibles, conçus pour extraire un maximum de travail avant la mort inévitable. Mais même ici, dans ce dernier cercle de l'enfer, tu découvres quelque chose de remarquable. The Slaves have created their own society, their own form of resistance and mutual aid. They share food when possible, take turns supporting those too weak to work, and maintain elaborate networks of communication that span the entire operation. Most importantly, they remember in whispered conversation during brief rest period. They tell stories of their lives before captivity. Les esclaves ont créé leur propre société, leur propre forme de résistance et d'entraide. Ils partagent la nourriture lorsque c'est possible, se relaient pour soutenir ceux trop faibles pour travailler, et maintiennent des réseaux de communication élaborés qui couvrent toute l'opération. Surtout, ils se souviennent dans des conversations murmurées pendant de brèves périodes de repos. Ils racontent des histoires de leur vie avant la captivité. They speak names of loved ones, describe custom and tradition from dozens of different cultures, and preserve langage their captive have tried to eliminate. They bear witness to each other as humanity in way that their master never could. Your own story become part of this oral history. Ils prononcent les noms de leurs proches, décrivent des coutumes et traditions de dizaines de cultures différentes, et préservent des langues que leurs ravisseurs ont tenté d'éliminer. Ils témoignent de l'humanité les uns des autres d'une manière que leurs maîtres n'auraient jamais pu. Ta propre histoire devient partie intégrante de cette histoire orale. The boy from the mountain village who survived years in an Atonian household. The child who was sold to pay his family's debt and endure unimaginable abuse while maintaining fragment of his identity. The young man who chose to pass along hope even when he couldn't feel it himself. The end comes not with violence or drama, but with simple exhaustion. Le garçon du village de montagne qui a survécu des années dans une maison athénienne. L'enfant qui a été vendu pour payer les dettes de sa famille et a enduré des abus inimaginables tout en conservant des fragments de son identité. Le jeune homme qui a choisi de transmettre l'espoir même lorsqu'il ne pouvait plus le ressentir lui-même. La fin ne vient pas avec violence ou drame, mais avec une simple épuisement. Your damaged l'infinally surrended to the constant assault of stone dust. Your weakened body give out after one tunnel collapsed too many. You die quietly in the darkness, surrounded by fellow slaves who promise to remember your name and carry your story forward. But this isn't really the end. Because stories like yours have no true ending. Tes poumons abîmés cèdent finalement à l'assaut constant de la poussière de pierre. Ton corps affaibli lâche après un énième effondrement de tunnel. Tu meurs silencieusement dans l'obscurité, entouré d'autres esclaves qui promettent de se souvenir de ton nom et de porter ton histoire plus loin. Mais ce n'est pas vraiment la fin. Car les histoires comme la tienne n'ont pas de véritable fin. They echo through generations, whispered in the shadow where power doesn't want to look. They remain us dead behind every great civilization as achievement like countless unnamed victims whose suffering made those achievements possible. The classical world that we admire for its and philosophy and political innovation was built on a foundation of human misery so vast and systematic that it defiait compréhension. Elle résonne à travers les générations, murmurée dans les ombres où le pouvoir ne veut pas regarder. Elle nous rappelle que derrière les réalisations de chaque grande civilisation se trouvent d'innombrables victimes sans nom dont la souffrance a rendu ces réalisations possibles. Le monde classique que nous admirons pour son art, sa philosophie et ses innovations politiques a été construit sur une fondation de misère humaine si vaste et systématique qu'elle défie toute compréhension. The same culture that gave us democracy and theater and rational thought also normalized the complete dehumanisation of entire population. These weren't a contradiction. They were complementary aspects of the same system. And if we honest, we have to acknowledge that similar system exist today. They are hidden better, sanitized by layer of legal complexity and economic abstraction. La même culture qui nous a donné la démocratie, le théâtre et la pensée rationnelle a également normalisé la déshumanisation complète de populations entières. Ce n'étaient pas des contradictions. C'étaient des aspects complémentaires du même système. Et si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que des systèmes similaires existent aujourd'hui. Ils sont mieux cachés,
Aseptisé par des couches de complexité juridique et d'abstraction économique. But the fundamental dynamic remain unchanged. Powerful people still exploit the powerless. Society still build their comfort on other suffering. The vulnerable still disappear into system designed to consume them while maintaining plausible deniability for everyone else. Mais la dynamique fondamentale demeure inchangée. Les puissants exploitent toujours les faibles. Les sociétés construisent toujours leur confort sur la souffrance des autres. Les vulnérables disparaissent toujours dans des systèmes conçus pour les consumeurs tout en maintenant une dénégation plausible pour tous les autres. We live in a world where children are trafficked for exploitation while society debate philosophical questions about consent and agency. Where pharmaceutical company create addiction epidemic while funding research into the nature of mental health. Where technology designed to connect and educate become a tool for predation and manipulation of the young and vulnerable. Nous vivons dans un monde où des enfants sont trafiqués pour l'exploitation tandis que la société débat de questions philosophiques sur le consentement et la capacité d'agir. Où des entreprises pharmaceutiques créent des épidémies d'addiction tout en finançant la recherche sur la nature de la santé mentale. Où la technologie conçue pour connecter et éduquer devient un outil de prédation et de manipulation des jeunes et des vulnérables. The same moral blindness that allowed Greek intellectual to torture slaves while writing about virtue allow modern citizens to enjoy products made by child labor while advocating for human rights. The same compartmentalisation that let respected philosophy rationalize cruelty let contemporary leader ignore systematic abuse while speaking eloquently about justice and progress. We tell ourselves that we've evolved beyond such barbarism. La même cécité morale qui permettait aux intellectuels grecs de torturer des esclaves tout en écrivant sur la vertu permet aux citoyens modernes de profiter de produits fabriqués par le travail des enfants tout en défendant les droits humains. La même compartimentation qui permettait à des philosophes respectés de rationaliser la cruauté permet aux dirigeants contemporains d'ignorer les abus systémiques tout en parlant éloquemment de justice et de progrès. Nous nous disons que nous avons évolué au-delà de telle barbarie. But évolution inhuman cruelty tantôt refinement rater den élimination. The system become more complex, the justification more sophisticated, the victim more distant from those who benefit from their suffering, but the essential transaction remains the same. Some people less pain converted into other people less pleasure or profit. Mais l'évolution de la cruauté humaine tend vers le raffinement plutôt que vers l'élimination. Les systèmes deviennent plus complexes, les justifications plus sophistiquées, les victimes plus éloignées de ceux qui bénéficient de leur souffrance, mais la transaction essentielle reste la même. La douleur de certaines personnes convertie en plaisir ou profit pour d'autres. The Greek Symposium where slaves were tortured for entertainment after modern equivalent in industry that sexualize children, in social media platform that amplify self-harm among teenagers, in economic system that treat human being as disposable resource. Les symposiums grecs où des esclaves étaient torturés pour divertir trouvent leurs équivalents modernes dans des industries qui sexualisent les enfants, dans des plateformes de médias sociaux qui amplifient l'automutilation chez les adolescents, dans des systèmes économiques qui traitent les êtres humains comme des ressources jetables. The face change, the technology evolve, but the willingness to sacrifice the vulnerable for the convenience of the powerful remain constant. Perhaps the most disturbing similarities how this modern system is behind the same kind of intellectual sophistication that characterized ancient Greece. Complexe legal framework, obscure simple morale question. Economic theory provide academic cover for exploitation. Les visages changent, les technologies évoluent, mais la volonté de sacrifier les vulnérables pour la commodité des puissants demeure constante. Peut-être la similarité la plus troublante est la manière dont ces systèmes modernes se cachent derrière les mêmes formes de sophistication intellectuelle qui caractérisaient la Grèce antique. Des cadres juridiques complexes obscurcissent de simples questions morales. Des théories économiques fournissent une couverture académique à l'exploitation. Technological innovation become an excuse for abandoning basic human decency. We create beautiful art while ignoring ugly truth. We write moving poetry while children disappear into system of abuse.
We develop brilliant technology while algorithm designed to maximize engagement drive vulnerable young people toward self-destruction. L'innovation technologique devient une excuse pour abandonner la décence humaine la plus élémentaire. Nous créons de l'art magnifique tout en ignorant des vérités laides. Nous écrivons une poésie émouvante tandis que des enfants disparaissent dans des systèmes d'abus. Nous développons des technologies brillantes tandis que des algorithmes conçus pour maximiser l'engagement poussent de jeunes vulnérables vers l'autodestruction. We hold sophisticated philosophical discussion about ethic while the most basic ethical standards are violated daily in our names. The boy whose story we followed through this page died forgotten in a mountain mine. His name is lost, his suffering unrecorded in official history, his voice silenced by those who found it inconvenient. Nous tenons des discussions philosophiques sophistiquées sur l'éthique tandis que les normes éthiques les plus élémentaires sont violées quotidiennement en notre nom. Le garçon dont nous avons suivi l'histoire à travers ces pages est mort oublié dans une mine de montagne. Son nom est perdu, sa souffrance non consignée dans les histoires officielles, sa voix réduite au silence par ceux qui la trouvaient gênante. But his experience echo through time in the voices of everyone who has ever been treated as less than human for someone else's benefit. Tonight, somewhere in the world, another child is being sold to pay a family's debt. Another young person is being broken by system designed to exploit their vulnerability. Mais son expérience résonne à travers le temps dans les voix de tous ceux qui ont jamais été traités comme moins qu'humains pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Ce soir, quelque part dans le monde, un autre enfant est vendu pour payer les dettes d'une famille. Un autre jeune est brisé par des systèmes conçus pour exploiter sa vulnérabilité. Another victim is discovering that the civilization they thought was built on noble principles actually rest on foundation of carefully hidden cruelty. Their stories are still being written. Their voices are still crying out for someone to listen, to bear witness, to remember their names and honor their humanity. The question isn't whether such things happen. Une autre victime découvre que la civilisation qu'elle pensait fondée sur des principes nobles repose en réalité sur des fondations de cruauté soigneusement cachées. Leurs histoires sont encore en train de s'écrire. Leurs voix crient encore pour que quelqu'un écoute, témoigne, se souvienne de leur nom et honore leur humanité. La question n'est pas de savoir si de telles choses arrivent. They do constantly everywhere, hidden in plain sight by our collective willingness to look away. The question is whether we will continue the ancient tradition of moral blindness that allow us to enjoy the benefit of systematic cruelty while maintaining our sense of ethical superiority. Whether we will keep telling ourselves comfortable lies about human progress while actuellement suffer in the shadow of our enlightenment. Elles arrivent constamment partout, cachées au vu de tous par notre volonté collective de détourner le regard. La question est de savoir si nous continuerons l'ancienne tradition de cécité morale qui nous permet de jouir des bénéfices d'une cruauté systématique tout en maintenant notre sentiment de supériorité éthique. Si nous continuerons à nous raconter des mensonges réconfortants sur le progrès humain tandis que des humains réels souffrent dans l'ombre de notre illumination. Or whether we will finally acknowledge that the price of our civilization has always been paid by those who had no choice in the transaction. That the boy in the mountain mine died for the same reason children die today. Because society have always found way to rationalize the unthinkable when it served their interest. The marble all still echo with his cry. The beautiful mosaic still conceal the stain of innocent blood. Ou si nous reconnaîtrons enfin que le prix de notre civilisation a toujours été payé par ceux qui n'avaient pas le choix dans la transaction. Que le garçon de la mine de montagne est mort pour la même raison que des enfants meurent aujourd'hui. Parce que les sociétés ont toujours trouvé des moyens de rationaliser l'impensable lorsque cela sert leurs intérêts. Les halls de marbre résonnent encore de ces cris. Les belles mosaïques cachent encore les taches de sang innocent. And somewhere in our own gleaming cities, in our own sophisticated institutions, the same ancient horror were new face and speak in contemporary language while the essential evil remain unchanged. We are them. They are us. The only difference is time. And time has never been a barrier to human cruelty, only an excuse for forgetting it. Et quelque part dans nos propres villes étincelantes, dans nos propres institutions sophistiquées,
Les mêmes horreurs antiques portent de nouveaux visages et parlent des langues contemporaines tandis que le mal essentiel demeure inchangé. Nous sommes eux. Ils sont nous. La seule différence est le temps. Et le temps n'a jamais été une barrière à la cruauté humaine, seulement une excuse pour l'oublier.